Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 159, avec très peu d'actualité sur ma semaine sportive. Je suis depuis mon retour de Crète totalement à côté de mes pompes. Tant bien même que je suis bloqué du dos depuis ce week-end. Je sors juste de ma chiropracteur aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cette introduction avec beaucoup de boulot. Contracturée au niveau des mollets, au niveau des lombaires, au niveau des cervicales. Elle s'est employée pendant près d'une heure et demie pour essayer de me détendre et de me remettre d'aplomb parce que je penche telle la tour de Pise. Alors côté sportif, ça vient contrarier un petit peu les plans que j'avais mis en place pour ces prochaines semaines. Je voulais m'engager sur un 10 km qui à la base était un semi-marathon du côté de Moulins le 4 juin prochain. Mais au regard de mon volume d'entraînement et de cette condition physique en dents de scie, je pense faire l'impasse et revenir tranquillement, reprendre petit à petit la pratique de la course à pied en intégrant du renfort bien évidemment et du vélo parce que j'ai envie de rouler un petit peu et de profiter d'horizons un petit peu plus lointains que mes sentiers de course à pied habituels, ce qui fera de toute façon un bon complément pour travailler le moteur et le cardio, qui plus est avec un sport porté, ce qui sera bénéfique pour ma vieille carcasse, puisqu'on m'a dit que je vieillissais et que c'était à cause de cela que je ressentais ces nombreuses douleurs. Alors même s'il n'y a pas d'activité dans mon quotidien de sportif amateur, eh bien je vous invite quand même à aller sur les réseaux pour partager vos sorties, vos compétitions, de liker, d'aimer le podcast, de vous enregistrer sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Vous êtes les bienvenus, laissez votre évaluation, votre commentaire et vous permettrez à ce podcast d'être bien plus visible par de nouveaux auditeurs. Alors nouveaux auditeurs qui vont découvrir aujourd'hui mon invité en la personne de Jonathan Giral qui a découvert la course à pied il y a seulement 7 mois. En tant que baby runner, et il ne m'en voudra pas en utilisant donc cette appellation, Jonathan s'est découvert une véritable passion pour ce sport qu'est la course à pied. Il a réalisé ses premières compétitions officielles avec le semi-marathon de Paris, enchaîné à ce semi-marathon du côté de Lille où il réside encore actuellement. À travers cet épisode, Jonathan reviendra sur son parcours de vie que rien ne prédisposait à le voir pratiquer la course à pied. Dès sa naissance, Jonathan allait subir de nombreuses opérations à cause d'un pied-bot. Et durant son adolescence, il découvre qu'il est atteint d'une pathologie cardiaque qui lui impose d'être implanté d'un défibrillateur, ce qui ne va pas l'empêcher de pratiquer des sports considérés comme étant à risque, comme le baseball, le hockey ou encore le football américain. Jonathan, qui se dit être une tête brûlée, n'en garde pas moins la tête sur les épaules. Il connaît son corps et il souhaite pratiquer la course à pied, ce sport nouveau pour lui, en toute sécurité. Il est entouré de médecins, de professionnels qui lui ont donné le feu vert pour pratiquer le running. À travers son témoignage, Jonathan souhaite envoyer un message d'espoir à des personnes qui aujourd'hui seraient atteintes également de pathologies cardiaques et qui seraient inquiètes sur la possibilité de pratiquer une telle activité ou tout simplement quelconque sport. Alors moi je vous laisse en compagnie de Jonathan Giral, la course au cœur. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Jonathan, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes aujourd'hui. Alors j'accueille un baby runner, c'est ce qu'on se disait en off avant d'enregistrer cet épisode. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis on déroulera ensuite ton CV sportif avant de venir, bien sûr, à la course à pied qui est ta passion et qui nous réunit aujourd'hui. Salut Seb, bah ouais, merci beaucoup. Bah moi c'est Jonathan sur Instagram Run Papa John. Moi ça fait 7 mois seulement que je fais de la course à pied. J'en ai fait un petit peu avant évidemment Covid et compagnie, mais voilà effectivement baby runner 7 mois et pourtant tellement passionné.
Alors, avec déjà en 7 mois, quelques compétitions, quelques courses, à quoi tu as pris part dernièrement pour qu'on voit un petit peu ton CV de coureur, néo-coureur? Ouais, bah, il a fallu que je me teste en fait. Il a fallu voilà courir pour courir. J'aimais bien, mais il a fallu que je me challenge. Donc ma première course c'était le Summit de Paris. Mon Summit de Paris que j'ai fait, j'avais un objectif de moins de 2 heures. J'avais déjà aucune idée de savoir si j'allais le terminer ou pas. J'ai fait 1h51 sur celui-là, donc j'étais vraiment content. L'ambiance était, mais c'est les 15 premiers kilomètres, je les ai même pas vus passer tellement qu'il y avait, tellement que l'ambiance m'a poussé. Et puis je suis originaire de Lille, donc 2 semaines après, il y a eu le Semi de Lille. Et en fait, au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Jamais, jamais de la vie, je vais enchaîner 2 semis comme ça, alors que déjà, je sais même pas si j'allais en finir un. Et puis c'était tellement cool que le soir même, en fait, du Semi de Paris, je me suis inscrit, je pense les dernières places en plus pour le Semi de Lille que j'ai fait en 1h44, il me semble. Donc voilà, bon, c'était autre chose. L'ambiance était vraiment différente, mais il a fallu que je me challenge. Et puis, je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. L'ambiance, le dossard, la médaille, c'est incroyable. Alors, comment est venu ce virus de la course à pied? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 mois pour que, soudainement, toi qui es sportif et qui as pratiqué d'autres sports depuis ta jeunesse, qu'est-ce qui t'a donné le virus? Ouais, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait du football, évidemment, quand j'étais petit, hein. Après, j'ai vraiment été passionné, moi, par les sports américains, le hockey sur glace, le baseball. C'était vraiment des choses voilà, du contact. Je voulais du contact. Et puis, bon, après, il y a eu les études, tout ça. Donc, des études dans le journalisme, ce qui ne m'a absolument pas laissé de temps, ni de place au sport. Et à un moment est arrivé la course à pied où, voilà, il fallait que je me dépasse, il fallait que je trouve du temps. Ce qui est bien, c'est que bah on peut courir n'importe quand. Et le virus est arrivé comme ça en fait. Le virus, c'est euh, un premier chrono, un deuxième. Tu te dis waouh, c'est fou. Puis tu commences à découvrir un petit peu la communauté, la communauté du running qui est tellement bienveillante. Ce qui est pas le cas, par exemple, dans le sport collectif. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu comme ça dans le sport collectif. C'était vraiment de la compétition. Alors que là, on le sait tous, on est tous des amateurs, on est tous, voilà, on se bat contre nous-mêmes. Donc voilà pourquoi en fait je suis tombé dans le running, c'est parce que il y a tout un univers. C'est le running avec un grand R qui m'a plu. Tout de suite, c'est la route qui t'a attiré. Vraiment ces distances comme le semi-marathon, avec peut-être en tête déjà un objectif un peu plus grand avec le marathon, mais tu as trouvé ton compte dans cette discipline et dans le macadam. Exactement. En fait, je suis pas. J'ai tenté le trail. Ça s'est très mal passé. J'ai pas aimé plus que ça en réalité. L'ambiance est vraiment différente. L'ambiance est géniale aussi dans le trail, mais je suis parisien. Je suis vraiment trop habitué finalement au bitume, tout ça. Donc le trail, ça peut me faire marrer de temps en temps, mais non, mon truc c'est effectivement le macadam. Euh, la distance, j'aime le 21 km. Je trouve que le semi est une distance qui est vraiment intéressante. Là, par exemple, là, je vais me lancer, par exemple, dans des 10 kilomètres aussi. Et j'aime aussi ça. Après, c'est plus pour la performance. Là, j'avoue qu'il y a il y a un côté, comment dire, s- vraiment se battre contre un chrono. Là, c'est purement contre le chrono sur un 10 kilomètres. Là, pour l'instant, moi, ma seule référence sur 10 kilomètres, c'est bah, pendant mon semi de Lille, où j'ai fait 48 minutes sur 10 kilomètres. Donc là, l'objectif, ça va être de battre ça. Mais voilà, là, j'ai vraiment hâte. Finalement, là, quand il y a eu le marathon de Paris, j'étais fou. J'étais fou. J'avais envie de dire, mais attendez, filez-moi un dossard. Je m'en fiche. Je suis pas du tout prêt, mais il faut que je le fasse. C'est incroyable. Donc ouais, l'objectif, c'est le marathon pour vivre ça, pour se dépasser. Mais j'aime le semi parce que le semi, voilà, il y a le côté performance et en même temps une distance qui est intéressante. Quelle a été ton approche dans cette découverte de ce nouveau sport pour toi qui est le running? Est-ce que la casquette de journaliste t'a conduit à mener des recherches pour être vraiment très rigoureux dans tes premières séances, ou est-ce que tu t'es lancé à corps perdu dans cette discipline au risque peut-être d'en faire trop et de commettre quelques erreurs comme on l'a tous fait, hein. Quand on débute, on n'est pas toujours très très structuré et ça part parfois un petit peu dans tous les sens. Comment tu as abordé cette nouvelle pratique?
Non, très clairement, la casquette de journaliste, elle était absolument plus là. C'était terminé. Là, la personne qui va mettre du temps sur les recherches et compagnie, c'était complètement effacé. Là, moi, quand je mets les baskets, il y a plus de journaliste qui tient. Donc non, c'était catastrophique. C'était catastrophique. J'étais très mal équipé. Je courais avec des chaussures, des baskets de ville au tout début. Donc très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas, que j'avais pas le short. J'avais un short que j'utilisais pour faire de la musculation. J'avais des t-shirts, parce que c'était des t-shirts en coton. Donc non, non, ça allait vraiment pas. Il y avait rien qui allait. Et c'est là où je me suis dit, bon, c'est un sport que j'aime, donc il va falloir quand même que je me renseigne un tout petit peu. Et finalement, à force de se renseigner, bah, j'ai fini par connaître même le monde interne du running. Enfin, quand je dis monde interne, c'était me renseigner un petit peu sur les stars, sur l'équipe Choguet et compagnie. Et c'est là, je suis tombé dedans. Et là, j'ai vu ces chaussures, j'ai dit, mais il gagne dans ces chaussures, je veux les mêmes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est un parcours un peu commun. Je pense on est beaucoup à faire cette erreur, mais c'est vrai que en tant que journaliste, non, la casquette, elle n'existait absolument plus. Alors sur ces premières séances, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? Les sensations, ces premières foulées avec de vraies chaussures de course à pied, celles du roi Eliud. Est-ce que tu as couru aussi vite que lui? Oh, je pense que j'ai couru plus vite que lui au tout début. Non, 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 très honnêtement, ça a tout changé. Je me suis dit, mais c'est game changer à fond. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais en même temps, c'est comme quand je faisais du foot. Il y a un moment, tu as des paires de crampons. Il y a des crampons plus sympas que d'autres. Dans le hockey sur glace, le stick, voilà, tout est différent. Les patins sont différents. C'est vrai que j'ai pas pensé, vu que j'étais pas en club, je pense que je me suis pas obligé à me renseigner sur le matériel. C'est plus tard où je me suis dit, mais waouh, là j'ai une semelle qui rebondit. Là un t-shirt qui me tient bien encore, qui me fait pas des traces partout. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ces premiers investissements, tu étais quand même attaché à disposer d'outils, on va dire, qui sont un peu liés à la performance, hein. On veut une belle paire de chaussures, on veut une belle montre. Ou est-ce que pour toi, c'était essentiellement le plaisir? Tu as basculé tout de suite dans le côté compétition, chrono, référence liée justement à tes temps, que ce soit sur semi-marathon ou prochainement sur 10 kilomètres. Alors pas tout de suite, pas tout de suite. C'est vrai que moi je suis quelqu'un, voilà, j'ai un père qui est aussi sportif et on est un peu pareil dans le sens où si on se lance dans quelque chose, on veut le meilleur matos possible. Alors évidemment, c'est un budget à chaque fois, mais c'est vrai que je sais pas faire autrement. C'est-à-dire que moi là, par exemple, je me suis pris une paire de chaussures d'une marque très connue avec carbone. Et au début, je me suis dit, bah, ça fait pas longtemps que tu cours. Est-ce que c'est réellement utile? Est-ce que tu cours même assez vite pour avoir cette paire de chaussures? Et en fait, je me suis dit, bon, si tu réussis ton objectif de moins de 2 heures à Paris, tu peux commencer à y penser. Et là, je me suis mis un autre objectif après pour le semi de Paris, de Lille. Je me suis mis un objectif qui était de battre évidemment mon record. Et je me suis dit, bon, j'ai battu mon record. J'ai l'impression de courir plutôt vite. En tout cas, moi, je pense courir plutôt pas mal. Donc, je peux me le permettre et puis je vais me les prendre et je verrai si effectivement tout ce que je vois sur YouTube et compagnie, sur le fait d'avoir une certaine allure pour avoir ce genre de chaussures, c'est obligatoire ou pas. Et finalement, moi, j'adore. Moi, j'adore. J'essaie de pas les mettre trop souvent, mais évidemment, je les mets pour faire des entraînements. Je les mets parce que je me sens presque mieux dans mes chaussures à carbone que dans mes chaussures d'entraînement. Donc non, je suis comme ça. C'est vrai que voilà. Et après, il y a un look. Évidemment, moi, j'aime le look dans la vie de tous les jours, comme dans le running. J'aime le beau matos. J'aime le matos, le bon matos. Donc ouais, je suis un petit peu fou de ce côté-là, mais je sais pas faire autrement. Donc ça fait partie de ton mode de vie. Finalement, le côté athlète, tu l'es également sur la tenue, sur le matériel. Enfin, tu vas jusqu'au bout. Comme tu dis, quand tu fais quelque chose, tu te lances vraiment à fond et il y a pas de concession de ce côté-là. Voilà, après, c'est vrai que moi, il y a juste au niveau de la montre, par exemple, je vois beaucoup de marques, les Garmin et compagnie, et je trouve que pour moi, en tout cas pour mon niveau actuel, moi, je fais pas de fractionné et compagnie. J'ai pas encore eu ce déclic là. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas demain. Mais c'est vrai que là, moi, pour l'instant, je suis avec ma montre, je suis avec mon Apple Watch qui est à mon poignet tout le temps, et pour l'instant, j'ai toutes les infos nécessaires. Donc, donc ouais, non, c'est
J'ai vu qu'il y en avait qui avaient plein de montres différentes ils changent de montre selon l'exercice. Voilà, je suis fou, mais pas à ce point-là, en tout cas. Selon toi, qu'est-ce que la montre pourrait t'apporter? Tu dis, je ne fais pas de séance de fractionné. De quoi tu composes ton entraînement finalement? Et la montre pourrait peut-être t'aider à structurer, à avoir quelque chose de plus rigoureux, peut-être sur un plan d'entraînement pour te permettre encore d'améliorer et de descendre tes chronos. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tous les coachs qui vont écouter ça vont bondir, mais c'est vrai que je me suis fait mon propre entraînement, en fait, où j'alterne entre sorties longues, sorties endurance fondamentale et des 10 kilomètres. Souvent, c'est sur 10 kilomètres rapides. Donc, j'ai fait un système de couleurs, hein, le vert, le rouge, le noir, tout ça. Et ma montre, elle me sert surtout pour voir en fait où j'en suis. Tout simplement, moi, mon objectif à chaque fois, c'est du negative split. Clairement, sans la montre, je serais pas capable de savoir si j'en fais ou pas. Donc voilà, moi, la montre, elle me sert à ça. C'est vrai elle fait pas les petits bips, elle fait pas tout ça. Et peut-être un jour, mais à l'heure actuelle, je pense que je suis encore trop jeune runner pour, euh, pour me lancer là-dedans. Mais après, voilà, c'est vrai que, comme je l'ai dit, hein, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. J'ai déjà pensé à m'inscrire dans un club, à m'inscrire peut-être en athlétisme. Moi, avec un enfant, c'est un peu plus, faut un peu plus trouver le temps. Mais ça pourrait me plaire. Et peut-être qu'à ce moment-là, bah, mon coach me dira, bon, maintenant, t'arrêtes cette montre-là et tu pars sur une Coros, une Garmin, peu importe. Jonathan, toi qui as fait du sport depuis ta plus tendre enfance, qu'est-ce que tu trouves dans la course à pied que tu n'as pas retrouvé dans des sports collectifs que tu as pourtant pratiqués? C'est l'ambiance, la communauté. J'ai retrouvé dans le running une communauté incroyable. Et de la bienveillance, c'est fou comme les gens sont bienveillants. On fait un chrono pas fou, et puis les gens ils sont là, ils se disent, mais c'est vachement bien quand même, tout ça. Enfin, voilà, il y a pas cette compétitivité qu'on a le sport collectif. Quand je faisais du foot, c'était voilà, si t'es pas bon, on te met dans l'équipe d'en dessous et en dessous. Et puis si tu fais un bon match, ben on te met la carotte pour aller sur l'équipe du dessus. Voilà. Le hockey sur glace, c'est exactement pareil. Au hockey sur glace, tu vas faire un match moyen, tu vas te sentir moyen, ben on va te mettre sur le banc et puis tu retourneras pas sur la glace tout le long. Donc voilà, il y a un côté où t'as le droit à l'erreur. T'as le droit à l'erreur dans le running. D'ailleurs, on le voit, les professionnels, prenons en exemple Kipchoge sur sa dernière course. On a le droit à l'erreur. Et puis voilà, on est tous conscients qu'il y a des jours avec, des jours sans. Et ce que j'aime dans la course à pied, c'est que tout se passe sur le moment, sur le jour même. L'entraînement peut être excellent. Le jour même, ça peut encore mieux se passer, ou alors ça peut être la dégringolade. Et en plus de ça, c'est chacun, voilà, c'est la faute à soi-même dans le running, ce qui n'est pas le cas dans le sport collectif. Jusqu'à présent, est-ce que tu as rencontré seulement des surprises, des réussites, ou est-ce que tu as connu quelques déboires en tant que baby runner? C'est absolument pas péjoratif, hein, ce terme de baby runner qu'on a employé tous les deux tout à l'heure. C'est vraiment que tu es un jeune pratiquant et tu as un regard relativement neuf sur cette pratique. Alors, des réussites, des déboires, quel a été ton chemin sur ces 7 derniers mois? Non, Baby Runner, ça me va très bien. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Des réussites, bah oui, des réussites. En fait, en réalité, moi, je vois que des réussites parce que je fais que apprendre. Je fais partie de ces personnes qui disent qu'on apprend en échouant. Pour l'instant, j'ai pas eu spécialement l'impression de d'échouer. Il y a eu certaines sorties où je me suis dit, bah mince, j'ai fait des erreurs. Voilà, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. J'ai commencé bien trop vite. Voilà, mais pourtant, je me sentais bien. Et puis voilà, l'erreur de débutant qui est de partir trop vite, comme sur une course où je me suis dit, ah non, mais là, aujourd'hui, ça va être un super truc. Je pars comme un fou. J'ai un objectif de 10 kilomètres. Et finalement, au bout de 3 kilomètres, je commençais à être mort. Donc non, ouais, j'ai fait des erreurs comme ça, mais je pense que ça arrive un petit peu à tout le monde. Et je le prends en me disant, bon, bah voilà, la prochaine fois, le prochain run, il sera bien. Celui-là, bon, tant pis, c'est pas grave, je suis quand même sorti, j'ai quand même fait mon trois petits kilomètres ou 5 ou 10, peu importe. Le principal, c'est d'avoir appris en fait de ça,
je deviendrai jamais professionnel, donc c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, moi, tant que je le sens bien, tant que je me blesse pas, surtout, tout va bien. On dit souvent que la course à pied est un petit peu, on va dire, ingrate. C'est-à-dire que quand on débute, c'est pas toujours agréable. Est-ce que, très rapidement, sur les premières sorties que tu as pu effectuer, tu as pris quand même du plaisir ou est-ce qu'il a fallu un petit temps pour que tu y trouves ton compte? Non, clairement, il a fallu du temps. Il a fallu du temps parce que déjà niveau équipement, c'était pas du tout ça. Donc au début, bah, on regarde un peu à droite à gauche. Moi, je sais que je faisais 2-3 kilomètres et j'étais mais cuit de chez cuit. Et puis je regardais mon ex à l'époque qui faisait beaucoup de running, qui pour elle 3 kilomètres, c'était même pas le temps de s'échauffer. Donc voilà, il y a eu des moments compliqués. Puis après, bah, le matos évolue, on prend confiance. Je pense que moi, de mon côté, je pense que j'ai pris confiance en moi grâce au matériel, où je me suis dit, bon, maintenant, t'as plus l'excuse du matos. Maintenant, c'est que toi et tes jambes. Donc, enfin, et la tête aussi, mais en l'occurrence, là, c'était les jambes pour courir. Et du coup, bah, les choses sont venues au fur et à mesure. Et comme j'ai eu la chance voilà, d'avoir fait du sport, d'avoir pratiqué quand même du sport, je pense que j'ai aussi pas mal travaillé mon mental pendant ces longues années de sport. Et c'est ça qui m'a clairement aidé. Mais voilà, c'est vrai que j'ai tendance à dire que j'ai pris confiance en moi grâce au matériel. Alors après, il faut quand même avancer. Il y a le corps qui est quand même notre carrosserie première. De ton côté, ça a peut-être pas toujours été facile, à la fois au niveau des pieds, au niveau du cœur. On va venir sur ces sujets-là parce que c'est aussi pour cela que tu es là aujourd'hui sur le podcast, pour véhiculer un message d'espoir, de positivité. Je te laisse expliquer un petit peu ton parcours de santé. Et tu le disais, hein, tout a commencé déjà dès ta naissance. Je te laisse en dire un petit peu plus aux auditeurs du podcast. Eh oui, les problèmes ont commencé à la naissance. Je suis né avec un pied beau, varus et qu'un droit. C'est-à-dire qu'en gros, quand je suis né, mon pied s'est coincé dans une côte de ma mère, une des côtes de ma mère, et du coup, il a été déformé à la naissance. Il était recroquevillé sur lui-même. C'est pas très glam. J'ai été opéré quasiment tout de suite, ce qui fait que j'ai su marcher très tôt parce que j'ai fait des séances de rééducation du pied très très tôt. Le problème en fait, c'est que j'ai eu du coup un plâtre qui est resté très longtemps et ce qui a bloqué mon pied. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai à peu près 2 pointures et demie, voire presque trois, d'écart entre mon pied droit et mon pied gauche. Donc, c'est pas pratique du tout. Et pour en venir sur le cœur, il se trouve que j'ai un QT long congénital de type 3. Alors, pour l'expliquer en 2 mots, c'est les petits battements de cœur qu'il y a entre les gros boum boum. Il y a des petits battements, ceux-là sont trop longs. Donc, j'ai été implanté d'un défibrillateur directement au niveau de l'abdomen. Alors, ce défibrillateur, tu le portes depuis combien d'années? Et par rapport à la course à pied, on demande souvent pour les organisations de course, et même pas souvent, c'est obligatoire, la présence d'un Mm. certificat médical. Tu as pu en disposer malgré tout. Oui, alors bah, je suis implanté depuis, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que je suis implanté. On a découvert ça sur une de mes sœurs et des tests ont été faits. Ils ont vu que c'était congénital. Donc voilà, pour en revenir sur le running, effectivement, moi, j'en ai énormément parlé avec les médecins qui me suivent depuis ma première opération. Ils ont été d'accord déjà dans un premier temps pour le hockey sur glace, donc c'est qu'ils sont plutôt cool, mais c'est toujours basé sur la confiance. Ils m'ont dit, voilà, tu connais ton corps, tu connais tes problèmes, tu sais quels sont les risques aussi, donc tu fais attention, tu te gères, tu te connais, mais en tout cas, moi j'ai l'aval à chaque fois pour pratiquer le sport. Mais c'est vrai que voilà, moi après, dans la vie de tous les jours, c'était très gênant quand j'étais plus petit parce que bon, il y a des cicatrices, tout ça. Aujourd'hui, j'ai clairement appris à vivre avec. Et dans le running, bah, il faut parfois. Je regarde pas ma fréquence cardiaque parce que je le connais. En fait, je me connais. Je sais quand je commence à vraiment être essoufflé.
C'est que bon, là je me dis allez, respire un coup, mais je pense que j'ai développé un peu sans trop le vouloir, sans trop le savoir, une respiration qui fait que j'arrive à contrôler, je pense, mon rythme cardiaque, et c'est pour ça hein, que les médecins, j'ai eu énormément de tests et je suis suivi plusieurs fois par an. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont dit bon, il se connaît, on lui donne le feu vert. Donc, tu n'as pas besoin forcément d'un cardio-fréquence-mètre. Tu es capable d'analyser ta fréquence assez finement par cette connaissance que tu as de ton corps. Voilà, c'est de l'à peu près, hein. Après, c'est clairement, c'est vraiment de l'à peu près. C'est-à-dire que je me connais. Et quand on se connaît, ça fait le travail à la place des machines. Alors, j'ai pas envie de regarder ma montre constamment pour voir à combien je suis, est-ce qu'il faut que je me calme, tout ça. Je sais très bien que quand je suis essoufflé et qu'on on est tous pareils, on sent notre cœur. À un moment, je me dis, bon, je sais que moi, il faudrait pas que je force trop, parce qu'au bout d'un moment, sinon le truc, il va se déclencher, il va se mettre à manipuler, machin, et ça, je l'ai déjà senti une fois suite à un dérèglement quand j'étais plus jeune. Mais voilà, il va se mettre en route. Et puis le risque, c'est de me prendre un choc. Et le choc, autant l'éviter. Donc voilà, ça m'est jamais arrivé en courant. Ça m'est jamais arrivé tout simplement en faisant du sport ou une activité physique quelconque. Il suffit juste effectivement de se connaître et je pense qu'on apprend très vite. Quand on a un problème médical, on apprend très vite comment fonctionne son corps. Ce défibrillateur qui est implanté dans ton abdomen, il fonctionnerait s'il se déclenche comme un défibrillateur qu'on peut trouver sur la voie publique à l'extérieur. C'est-à-dire que ça va générer une impulsion électrique pour faire repartir le cœur s'il y avait un problème. Exactement. Si le cœur s'arrête, ça va envoyer une charge, puis deux, puis voilà, ça va stimuler aussi. Ça fait un défibrillateur et ça fait aussi un simulateur. C'est un simulateur cardiaque aussi. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, il va essayer de faire en sorte de tout remettre bien. Et puis, s'il détecte un arrêt, là, il va envoyer une pêche. Et ça m'est arrivé, bon, parce que j'étais parti au ski, j'avais pas bien compris comment il fonctionnait. J'avais 15 ans, donc je m'en foutais un petit peu, hein, pour être honnête. Et puis finalement, au ski, j'avais pas capté que en se frottant là contre les bornes là pour prendre les remontées mécaniques, bah finalement, il fallait pas s'y approcher, j'avais pas le droit de m'y approcher, je le savais pas, donc ça a fait boum. Tu le disais dans tes propos quand on a échangé pour préparer cet épisode, être un petit peu tête brûlée. Est-ce que tes proches, ton entourage, en te voyant pratiquer des sports tels que le hockey, le baseball, aujourd'hui la course à pied qui peut présenter peut-être des risques, t'ont freiné et ont essayé de te dissuader de te lancer dans cette pratique sportive? Non, alors j'aimerais pas être ma mère. J'aimerais pas être ma mère parce qu'à chaque fois je lui sors des trucs pas possibles. Non, personne, clairement pas. On me pousse, on me dit par contre bon bah, voilà, fais attention. Mais il y a plus besoin de me dire fais attention. Il y a un moment, bon j'ai 30 ans, euh, euh, ils savent très bien que si je me lance dans quelque chose, voilà, en plus de ça j'ai un enfant. Très clairement, je vais pas me mettre en danger même pour le running. C'est voilà, si je peux faire la course de ma vie, qui ferait le marathon de New York, par exemple, très clairement, si je sens que ça le fait pas, euh, je- c'est terminé. Voilà, il y a un moment, je vais pas mettre ma vie en danger pour ça. Mais je suis tête brûlée. Je suis tête brûlée parce que je pense aussi que j'ai développé avec le temps un petit peu d'autodestruction. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à pas mal de gens qui ont des problèmes, des problèmes, des soucis de santé en tout cas. Mais je fais quelque chose qu'il faut pas faire déjà dans la vie de tous les jours, encore moins quand on est runner. Je suis fumeur. Et ça, fumeur avec une maladie cardiaque, très clairement, les médecins, ils ont dit, bon, ça par contre, ça serait cool que tu arrêtes. Une addiction en chasse une autre. J'essaye, je réduis fortement la cigarette, mais j'arrive pas. Voilà, c'est une addiction comme on peut être addict au running. Voilà. Donc, euh, donc je suis tête brûlée parce que effectivement, voilà, je fais des trucs que je suis pas censé faire. Et est-ce que c'est vouloir se faire du mal? Est-ce qu'en même temps le running est là pour contrebalancer un peu tout ça? Peut-être. C'est pour ça que moi, je me dis pas runner pour être en bonne santé, mais runner par passion, runner par kiff. Est-ce que ça peut te bloquer
sur le plan chronométrique? Parce que tu le disais, hein, j'affiche un chrono en 1h51 à Paris au semi-marathon, 1h44 à Lille pour le deuxième, 48 minutes sur le 10 km. Donc, on sent que le côté chrono, l'appât de la vitesse et de descendre les records sont tout de même présents chez toi. Est-ce que le fait d'être implanté avec ce défibrillateur, ça ne va pas te limiter, te bloquer dans ta progression? Si, clairement, très, très clairement, franchement. Alors, ce qui va me bloquer dans un premier temps, ça va être la cigarette. Moi, je vise pas les 30 minutes aux 10 km, hein, très clairement. Je reste lucide. Mais j'en suis, en fait, je pense que j'ai encore une marge de progression. Quand je vois ce que je donne sur une course à pied, quand je vois ce que je donne avec l'entraînement que j'ai, qui est, voilà, pas de fractionné et compagnie, encore une fois. Donc quand je vois le chrono que je fais par rapport à, au- à mes 7 mois d'entraînement et le fait d'être fumeur et le fait de tout ça, je pense que j'ai encore une marge. Mais effectivement, il y a un moment, je vais sûrement buter contre quelque chose qui est, bah, si c'est plus les poumons par rapport à la cigarette, ça sera effectivement le fait d'avoir la peur du défibrillateur, très certainement. Mais je pense que je m'amuserai à frôler avec ça, c'est-à-dire de me dire, bon, voilà, là, il y a du mieux. Est-ce que je peux pas encore plus travailler finalement mon rythme cardiaque par rapport au défibrillateur? Est-ce que finalement, moi, mon combat sera pas et le chrono et le défibrillateur, c'est-à-dire, bah, voilà, toujours faire un meilleur temps, et en même temps en me disant, je prends pas de risque. Donc, je sais pas jusqu'où ça va aller, je sais pas du tout voilà, combien de temps ça va prendre, mais c'est ce qui est beau dans ce sport, c'est qu'on a tout le temps pour s'entraîner, on a tout le temps pour se challenger, et le but, encore une fois, c'est pas de se prendre une pêche en courant, quoi. Parce qu'on dit bien souvent que le cœur est mis à contribution donc dans la course à pied, mais que cette même course à pied participe au bon fonctionnement de notre appareil cardiaque et que de courir comme tu le fais en endurance fondamentale, ben on développe également la cylindrée. Donc il y a encore beaucoup de choses de ton côté à apprendre, un cheminement qui est naissant mais qui te laisse entrevoir beaucoup de belles perspectives. Au niveau de cet entraînement que tu pratiques, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Parce que tu disais, j'ai mes petites couleurs, mon jaune, mon rouge, mon vert, avec des sorties longues, des sorties un petit peu plus cool et d'autres à un rythme un petit peu plus soutenu. Comment tu t'organises? Comment tu as procédé pour bâtir justement ces plans pour ces deux compétitions, à la fois le semi-marathon de Paris et celui de Lille? Moi, comment je m'organise? En fait, moi, c'est avec un enfant, on essaie de faire au mieux. Honnêtement, on essaie de faire au mieux. J'ai envie d'être un papa présent. J'ai pas envie que le running prenne non plus trop de place en fait sur ma vie de famille. Donc c'est pour ça que généralement je vais courir tôt le matin quand ça dort encore à la maison. Euh, Parfois il va m'arriver d'aller courir le soir, mais c'est pour ça que voilà, moi ça vient un petit peu au jour le jour. J'essaye vraiment de me dire que voilà, j'essaie de courir trois fois par semaine au minimum. Mais il est arrivé que parfois pendant une semaine entière, j'ai pas couru parce qu'il se passe plein de choses. Là, je suis en train de préparer un potentiel déménagement, donc j'ai autre chose aussi à faire. Mais en même temps, je suis en train de préparer les 20 kilomètres de Bruxelles. Donc voilà, c'est tout un truc comme ça où il faut rester parfois lucide, où moi, il y a des moments où je me lève le matin et je me dis, mais il faut que j'aille courir. Il le faut, parce que j'ai une course qui arrive, parce que j'en ai besoin, j'en ai envie. Et puis, il y a la réalité qui fait que, ah, bah tiens, en fait, non, il y a ma fille qui est réveillée. Donc voilà. Donc, moi, je me mets pas de pression. Je me mets pas de pression là-dessus. Moi, pour moi, c'est du plaisir. À partir du moment où ça dépasse le plaisir, pour moi, c'est pas le running qui m'intéresse. J'ai pas envie d'avoir d'obligations outre mesure. Jonathan, toi qui es donc sur l'agglomération lilloise, est-ce que tu arrives à trouver des partenaires d'entraînement ou est-ce que tu fonctionnes plutôt en solo du fait justement des horaires très matinaux et de ton emploi du temps, on va dire, familial? Ouais, alors je suis plutôt solo, hein, on va pas se mentir, je suis plutôt solo. Après, j'ai quand même trouvé à Lille, il y a énormément de petits groupes de runners super sympas. C'est beaucoup d'endurance fondamentale. Moi, le dimanche, voilà, je cours avec un petit groupe de mecs. Là, c'est hyper sympa. On va on va se caler au petit café hyper chouette de Lille, qui est le Pado.
Le groupe s'appelle Good Run Lille. Et voilà, c'est un petit groupe de potes qui a créé ça. Et voilà, j'aime bien parce que ça me change un petit peu de mon quotidien justement de papa, de tout ça. Et puis ça fait du bien. On discute, voilà. Et j'ai un autre groupe aussi, mais le problème c'est que c'est souvent le soir. Et le soir, moi, c'est le moment où bah faut faire à manger, enfin voilà, faut se préparer. Il y a les bains et machin, tout ça. Et le problème, c'est que moi, le soir, j'ai pas le temps. Et j'adorerais, parce que finalement, au début, je me disais solo runner, mais finalement, les peu de fois où j'ai pu aller courir en groupe, c'était génial. C'était génial. Alors, le problème, c'est de pas en faire trop. C'est-à-dire que moi, du coup, c'était tous les dimanches matins, j'allais courir avec ce petit groupe. Et bon, c'est de l'endurance fondamentale sur 7 kilomètres. C'est chouette, mais il y a des moments où tu dis, ouais, j'aurais bien poussé un peu plus aujourd'hui, quoi. Sauf que ça m'a pris tout mon temps parce que, bah, après, il y a le petit café après et compagnie. Donc voilà, bon, c'est chouette. Et puis voilà, le soir aussi, c'est sympathique, mais je pense qu'il y a des moments où t'as envie de pousser un petit peu plus et être solo runner, parfois, bah, ça aide aussi. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, tout est une question d'habitude à chaque fois. Est-ce que cette entrée dans la communauté des runners a changé ta vision des choses? C'est-à-dire que de l'extérieur, auparavant, est-ce que tu pensais trouver peut-être une telle entraide, une telle fraternité, une telle solidarité dans un sport qui est quand même solo? Pas du tout, pas du tout. C'est incroyable comme cette communauté est bienveillante. C'est fou. Au début, j'embêtais mon propre Instagram perso. J'embêtais tous mes amis que je connais depuis super longtemps. Ils avaient des photos de montres constamment, tout ça. Je me suis rendu compte que bon, ça réagissait plus sur mon propre Insta. Donc je me suis dit bah tiens, je vais me créer un Insta et voilà, vu que je suis papa et vu que je cours, et ben voilà, on va l'appeler comme ça. Et c'est fou parce que déjà, bon, les abonnés arrivent plus ou moins vite. Ça, c'est pas le problème, c'est surtout euh, le peu d'abonnés qu'on peut avoir ou les abonnés qu'on a sont un peu ce qu'on mérite. C'est-à-dire que moi, j'aime bien l'humour, j'aime bien parfois faire des petites blagues, j'aime bien surtout pas me prendre la tête. Et puis je me rends compte que tous ceux qui me suivent sont pareils. Et puis j'ai de plus en plus de comptes qui me suivent, le daron, le machin, le truc, et tous les papas qui courent, les mamans qui courent aussi. Et moi, je trouve ça incroyable parce que bah, ça me permet aussi de parler parfois d'autre chose que de running avec ces mêmes personnes. Euh, on parle, moi, je suis impressionné par certaines mamans qui courent, qui sont enceintes, et je me dis, mais c'est beau, c'est magnifique, c'est ça le sport que j'aime, c'est ça le running que j'aime. Et puis je me suis rendu compte que en créant ce compte, bah, mes entraînements étaient complètement différents parce que je savais que j'allais poster une photo de ma montre ou quoi que ce soit après mon petit running. Et puis les gens, voilà, ils réagissent avec un petit cœur, ils t'envoient un message, machin, ils te posent des questions, d'un truc que t'as fait dans ta story, t'avais même pas vu qu'il y avait une paire de pompes qui traînait, puis là ils sont en train de te demander quelle est la référence, machin, c'est génial. Et j'ai explosé tous mes chronos depuis que j'ai créé mon compte Instagram, grâce à cette communauté qui est tellement bienveillante, qui donne quelques petits conseils. À un moment, j'avais mis une petite vidéo de moi en train de courir, vue de profil. Et il y en a un qui m'a dit, tiens, tu devrais mettre ton dos un peu plus comme ça. Petit mini coaching à distance sur une vidéo de trois secondes. Et puis ça m'a changé tout mon run. Maintenant, à chaque fois, je repense à lui, hop, je recambre un petit peu, je baisse les épaules et je me dis, waouh, incroyable. Non, mais cette communauté est incroyable. Donc finalement, ta page et ton compte Instagram, c'est un peu ton journal d'entraînement où tu postes tes séances, ce que tu as fait, et ça te permet d'avoir un regard sur ces 7 derniers mois. C'est mon journal d'entraînement, mais c'est aussi ma Bible. C'est ma Bible, très clairement, parce que je m'inspire surtout des gens que je suis, des gens qui me suivent. Je m'inspire très clairement, ce sont mes modèles. Les gens que je vais suivre, je les suis parce qu'ils dégagent quelque chose. Et tout le monde dégage quelque chose. Il y a des gens qui, voilà, un petit peu en surpoids, et tu les vois bosser, tu les vois machin, mais ils bossent 10 fois plus que d'autres personnes. Moi, je me vois à côté. Je me suis dit, mais c'est fou, c'est génial. Et c'est une communauté que je connaissais pas parce que j'étais dans mon individualisme de compétition, de hockey sur glace, de football, de tout ça. Voilà, j'apprends tous les jours de ces personnes-là et j'essaye aussi de faire en sorte que certaines personnes puissent apprendre de moi aussi. Et je suis content parce que je reçois de plus en plus de messages.
sur tes questions sur certaines chaussures, sur les marques, sur tout ça. Et moi, j'adore faire ça. Pour autant, avec cette pathologie cardiaque, tu n'as pas souhaité le mettre en avant et fédérer. Cependant, c'est quand même, par ton témoignage aujourd'hui, une lueur d'espoir pour des gens qui souffriraient de ce genre de soucis de santé, de soucis cardiaques. On peut pratiquer la course à pied bien qu'étant équipé d'un défibrillateur. Donc là, c'est quelque chose que tu souhaites mettre en avant aussi à travers ton expérience. Exactement. Alors, on peut entre guillemets, parce qu'il faut avoir l'accord du médecin pour ça. Moi, il se trouve que les médecins, voilà, ils connaissent mon background un peu, ils savent que je suis sportif déjà de base, donc ils ont eu confiance là-dessus. J'ai pas envie de dire que tout le monde peut le faire et que allez vous battre contre votre médecin parce qu'il y en a un qui le fait. Euh, il se trouve que si on arrive à être convaincant, si on se connaît, si on en a envie, je pense que effectivement, moi j'ai vu comment les médecins ont réagi, je pense qu'effectivement c'est possible. Donc, c'est comme disait tonton Eliud, aucun humain est limité. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai dans le sens où moi je suis super limité en réalité. L'écart de, enfin le pied beau va russer qu'un droit, le fait d'être fumeur, le problème cardiaque. Je devrais pas courir. Normalement, je suis pas censé courir. Mais il y a un moment où bah on se rend compte que si tout le monde peut courir. Et effectivement, ceux qui ont des problèmes de santé peuvent aussi se dire bon bah c'était peut-être une excuse, peut-être que je me suis caché derrière ça, peut-être que voilà, c'est pas impossible. Après, je jette pas la pierre sur ceux qui ont vraiment aussi d'autres problèmes qui fait que qui peuvent pas pratiquer la course à pied. Mais effectivement, moi j'ai pas souhaité le mettre sur mon ma bio Instagram parce que j'avais pas envie en fait d'être le monsieur cardiaque qui fait du running et il faut m'encourager encore plus parce que j'ai une maladie. Là, j'ai souhaité en parler avec toi sur ton podcast parce que je me suis rendu compte justement grâce à la communauté Instagram que il y avait énormément de gens qui pas se cachaient, hein, c'est pas le bon mot, mais qui se disaient ouais je peux pas parce que si parce que ça. Et moi j'osais pas trop le dire. Je me suis dit ouais enfin moi non plus, mais pour autant je le fais. Donc si tu as envie de le faire, fais-le. Et si tu veux pas le faire, admets que tu veux pas le faire. Mais en tout cas voilà, moi je voulais pas être le monsieur mal foutu qui fait du sport et qui a besoin d'être plus encouragé. Je veux par contre redonner un petit peu d'espoir à tous ceux qui ont différents soucis et qui se disent je ne peux pas le faire. Vous pouvez avec accord du médecin. Et ça c'est super important. Il faut que le médecin soit d'accord et il faut qu'il dise voilà tu peux faire de la course à pied, mais peut-être pas de la course. Enfin, tu peux faire de la course à pied, mais peut-être pas aller faire des courses. Ce sont quand même deux choses différentes. Mais voilà, c'est le message que je voulais faire passer, surtout dans ce podcast. Et ce pied beau, est-ce qu'il te contraint à acheter deux paires de chaussures avec ces presque trois pointures de différence? Comment tu fonctionnes? Non, non, bah, ce serait impossible, ça serait impossible. Les paires de chaussures carbone, 300 euros, 600 euros de 600 euros de budget pour deux pieds. Non, non, c'est une question. Ça a été une question d'habitude en fait depuis tout petit, depuis que je sais marcher. Finalement, j'ai ce problème au niveau du pied. Euh, mon kiné à l'époque avait dit à mes parents de ne pas mettre de semelle orthopédique, qu'il fallait laisser travailler le pied. Et puis finalement, je m'y suis habitué. Je m'y suis habitué. Donc parfois, il arrive que il y a certaines marques où ça passe pas du tout, et il y en a d'autres où finalement, je vais être un tout petit peu plus serré du pied gauche et ça va aller du pied droit. Mais bah, par exemple, c'est drôle parce que dans une boutique, en général, on fait essayer le pied gauche. Moi, je demande plutôt à essayer le pied droit pour voir à quel point je nage dedans, en fait, si je nage à fond dedans ou pas. Donc dans le running, bah quand j'étais sur mes chaussures d'entraînement, ça allait, je voyais pas trop de différence. Sur le carbone, là pour le coup, j'avoue que je serre un peu plus comme les lacets à droite qu'à gauche. Voilà, ça fait que 7 mois que je cours, mais il faudrait que je me dise que ouais, j'ai peut-être passé chez le kiné quand même pour voir s'il n'existe pas. Finalement, j'en sais rien. Peut-être qu'il existe une semelle, la semelle magique qui va combler le bout du pied. Je sais pas. Mais c'est vrai que même musculairement, j'ai une jambe gauche qui est plus forte que la jambe droite.
j'ai un mollet gauche de visu, on peut le voir, qui est plus gros que le mollet droit. Et j'ai beau faire du running, de la muscu, ça rattrapera pas parce que j'ai un côté droit en bas qui est plus fin que le côté gauche en bas. C'est comme ça, on s'y fait. C'est une question d'habitude et là pour le coup ça fait 30 ans que que je m'habitue. Donc tu arrives aisément à le compenser sans que ça n'ait provoqué sur toi, sur ces derniers mois d'entraînement, de pathologie, de douleur ou de bobo. Donc tu sors quand même assez préservé de cette carrière naissante en course à pied. Alors j'ai eu des petites douleurs au début, c'est-à-dire que c'était au niveau du talon d'Achille. Et je me suis rendu compte que c'était toujours du côté droit, donc mon pied opéré. Et je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je revoie un petit peu ma foulée. Et du coup, bah, j'ai focus sur la gauche. Je me suis dit, ah, du coup, et j'ai commencé à avoir mal à la gauche. Donc, je me suis dit, merde, non, ça va pas du tout. Faut que je revoie tout ça. Et puis, je sais pas trop comment, je sais pas trop pourquoi, avec le temps, tout ça a disparu. J'ai plus aucune douleur, que ce soit à droite ou à gauche. Donc, au final, non. Au début, oui. Au début, je me suis dit, bon, normal, je marche pas de la même manière avec mon pied droit qu'avec mon pied gauche. Mais comment courir différemment? Parce que déjà que j'ai appris, en regardant des vidéos YouTube et compagnie, j'ai appris à courir. Je me suis rendu compte que je courais n'importe comment. Puis en plus de ça, quand on fait du foot, on nous apprend à courir d'une certaine manière. Les bras sont pas du tout positionnés de la même manière et compagnie. Donc maintenant, bah, je me rends compte, même quand je regarde des runners dans les parcs et compagnie, bah, je sais qui fait du foot et qui fait du running. Mais voilà, concernant mon pied, ça s'est fait tout seul. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais tout s'est fait tout seul. Tu disais, j'ai pas la même marche, pied droit, pied gauche, donc pas forcément la même foulée. Qu'est-ce qui diffère quand tu as ce type de pathologie? C'est sur le déroulé du pied, c'est sur l'attaque. Qu'est-ce qui va changer entre un pied qui est entre guillemets normal d'un côté et ce pied raccourci qui a été opéré, qui a été plâtré et qui a été retardé dans son développement? C'est une question d'équilibre. C'est tout simplement une question d'équilibre. Moi, quand j'ai fait des tests et que vu au tout début de running qu'il fallait que les professionnels, que les experts, les élites courent avec l'avant du pied, je me suis dit, bon, tiens, je vais essayer de courir comme ça. Puis je me suis rendu compte que c'était pas possible. Enfin, en tout cas, avec le niveau que j'avais à ce moment-là, c'était hyper galère. Je me suis rendu compte que j'avais le bout du pied qui partait complètement dans tous les sens. Et je filmais énormément mes séances à ce moment-là pour justement pouvoir regarder comment je cours, pouvoir voir, voilà, j'ai appris les notions de supination, de pronation. Je savais pas tout ça. Mais donc, je me suis auto-diagnostiqué par rapport à ça et je me suis rendu compte qu'effectivement, mon pied droit, ça partait dans tous les sens. Donc, je l'ai travaillé tout seul, tout comme bah, quand j'étais petit, que j'ai appris à marcher, c'était pareil. Moi, c'est mes parents qui m'ont expliqué que voilà, c'était intense. C'était intense. J'ai eu énormément de rééducation. Enfin, si on peut appeler ça de la rééducation, c'était de l'éducation. Je savais pas marcher à l'époque. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai vu effectivement sur l'attaque qu'il y avait une grosse différence. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça serait mentir de dire que je suis défavorisé à cause de mon pied. C'est pas évident parce que je peux pas avoir les chaussures que je veux. Il y a certaines chaussures sur lesquelles il faut que je fasse une croix parce que je sais que la marque ne convient pas au pied beau. Mais globalement, j'ai plus de soucis aujourd'hui avec ça. Tu n'as jamais été consulté ou voir un podologue, peut-être pour, tu le disais tout à l'heure, réaliser une semelle ou apporter peut-être plus de confort et rétablir cet équilibre droite-gauche qui est important quand on court? Bien sûr, non, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. En plus, j'en avais en bout de ma rue, donc c'est dommage. Mais non, il faut que je le fasse. Bon, c'est mon côté un petit peu procrastinateur aussi qui me joue des tours. Mais non, non, clairement, il faut que je le fasse parce que ça peut effectivement tout changer. Ça peut être super game changer, ça aussi. Effectivement, c'est ça qui me fait plaisir aussi, c'est que je me dis, bon, si j'apprends à gérer mon cœur autrement, si j'ai une semelle qui peut-être me permet de combler le vide, si j'arrête de fumer, effectivement, ce sont tout plein de trucs qui font que évidemment, forcément, je devrais améliorer mon chrono. Mais je pense qu'en fait, je suis pas si pressé que ça. C'est-à-dire que j'aime y aller mollo. Alors que l'ancien moi aurait dit, non, non, là, j'ai fait une 44 à mon dernier. Non, le prochain, je fais une 30. Je dois rien savoir. Non, non, là, franchement, moi, mon prochain, si j'arrive à battre
voilà, mon record à chaque fois, petit à petit. Ça serait très bien. Bon, je sais que je vais pas le battre à Bruxelles parce que là, pour le coup, il y a du dénivelé par rapport à Lille et Paris. Mais en tout cas, voilà, je sais que si j'arrive à faire mieux, si je me dis qu'après la course, j'ai fait mieux, je me suis senti mieux, moi, ça me va. Ça me va. Ça viendra avec le temps. J'ai aucun doute là-dessus. Je pense que ça, c'est les paroles d'un baby runner. Mais quand je vois que moi, voilà, j'ai fait 7 minutes de différence entre deux semis en 2 semaines d'écart et qu'il y en a qui se battent, à fond pour 1 minute ou quelques secondes, je me dis, ouais, non, mais je suis loin. Je suis très loin de tout ça. Mais ça me va. Je suis cool avec ça. Qu'est-ce qui pourrait, Jonathan, te faire arrêter de fumer? Parce que là, tu le dis, c'est un des facteurs en termes de progression qui pourrait justement drastiquement améliorer les performances. Et puis, tu Hmm. l'as dit tout à l'heure, hein, pour le côté cardio, c'est quand même quelque chose d'important. Quel pourrait être le détonateur? Est-ce que tu as besoin de te fixer un objectif pour te dire, bon, là, je stoppe, je vais être sérieux et raisonnable, j'arrête d'être tête brûlée et fini la cigarette? Hmm. Eh ben honnêtement, la réponse, elle va pas se retrouver dans le running. En fait, c'est pas le running qui va me faire arrêter, parce que c'est deux addictions. C'est pas le running qui va me faire arrêter, ça va être ma fille. Là, je considère encore qu'aujourd'hui que ma fille, qui a 1 an, est trop petite pour comprendre que je suis en train de fumer, voilà. Mais je sais que le jour où elle me lancera un regard, ou alors qu'elle fera une imitation de cigarette ou un truc comme ça, je sais que ça sera le déclic. Mais il me faut un déclic. C'est-à-dire que j'arrive pas à le, je sais que ça va être ça, mais j'arrive pas à l'anticiper. C'est-à-dire qu'il faut qu'on me mette la tête dedans, en fait, pour que mon corps dise, allez, maintenant, stop, terminé les clopes, fini. Et déjà, je suis vraiment très, très, très content d'avoir drastiquement réduit. Quand j'étais dans le journalisme, je fumais comme pas possible. C'était impossible pour moi même de penser à courir à cette époque-là. Donc aujourd'hui, rien à voir, rien à voir. Mais bon, je pense que voilà, la réponse, elle n'est pas dans le running, elle est auprès de ma fille parce que je ne veux pas qu'elle me voie comme ça et je ne veux pas d'ailleurs. Voilà, c'est problématique. À chaque fois, je suis obligé de me laver les mains, tout ça, de me brosser les dents, prendre des chewing-gums, tout ça, parce que j'ai pas envie de sentir la clope, j'ai pas envie qu'elle sente la clope. Donc voilà, je pense que ça sera ma fille qui me fera arrêter de fumer. Alors, tu disais, quand j'étais dans le journalisme, tu es en reconversion professionnelle. Le running, il sera pas très très loin finalement, puisque tu es là vraiment dans la passion et jusqu'au bout d'en faire ton métier. Exactement, exactement. J'étais dans le journalisme, dans un grand média. Ceux qui me suivent, quel média? C'est un grand média télé. Et j'ai décidé de tout arrêter parce que ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps et que je suis plutôt du genre à consacrer du temps à ma famille et pas, voilà, j'ai moins cet esprit carriériste que j'avais avant. Et voilà, je me suis dit, mais tu parles de running toute la journée. Tu conseilles des gens, pas à longueur de journée, parce que j'ai pas non plus 1 million d'abonnés, mais j'en parle constamment, constamment. Ma copine n'en peut plus. Donc je me suis dit, bon, tu parles de running toute la journée, pourquoi tu serais pas payé finalement pour ça? Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, je vais tenter autre chose. Et du coup, j'ai décidé de me reconvertir en tant que vendeur, tout simplement, dans un magasin de running, une grande marque avec un logo bleu. Basé pas très loin de Lille, il me semble. Là, ça va être, alors basé, oui, effectivement, les sièges sont à Lille. Effectivement, c'est la ville où tout le monde en parle. À chaque fois que tu rencontres quelqu'un ici à Lille, c'est je travaille chez cette enseigne bleue et blanche. Et non, là, en l'occurrence, elle va me faire ce changement de carrière va me faire revenir en région parisienne. Avec de nouveaux terrains de jeu que tu vas pouvoir explorer, parce que là, tu t'es cantonné donc à l'agglomération lilloise, même si il y a eu cette petite, ce petit écart vers Paris avec le semi-marathon, mais là, ça va t'ouvrir de nombreuses possibilités, de nombreux parcs et du dénivelé, parce que si tu veux travailler un petit peu la foulée du côté de Montmartre, tu pourras aussi aller t'exercer. Très clairement, j'ai commencé au tout début. Bon, c'était sur le canal de l'Ourcq, c'est sympa. Lille, c'est vrai que bon, il y a pas énormément de spots pour courir. On va pas se mentir. Moi, j'habite à côté de la fameuse citadelle, donc c'est hyper chouette. Il y a plein de trajets, mais c'est effectivement du tout plat. C'est
c'est effectivement, d'ailleurs, l'île, le Nord, c'est le plat pays. Donc effectivement, je suis pas très très préparé pour Bruxelles. Et effectivement, moi, je parle de région parisienne. Je pense pas aller dans Paris parce que avec un enfant, je sais pas si j'ai envie de vivre dans Paris. Mais effectivement, j'ai envoyé des messages à certains abonnés qui habitent un petit peu en banlieue parisienne pour savoir un petit peu comment ça se passe pour courir chez eux. Et il y a des spots où parfois j'ai peut-être un peu l'impression de chercher un appart à côté de l'endroit où je pourrais courir, quoi. Alors, est-ce que ta compagne est d'accord avec ce genre de fonctionnement, de positionner l'appartement en fonction des spots de running? Je pense que ça l'arrange un peu. Je pense que ça l'arrange un peu en réalité parce que si je devais m'écouter, justement, moi je suis parisien, je suis né à Paris, voilà, je serais retourné dans l'hypercentre et compagnie. Je sais pas, moi je l'ai bien vécu quand j'étais petit, mais c'est vrai que bon, c'est peut-être plus sympa d'avoir du vert quand on a un enfant, donc je pense que ça l'arrange aussi parce qu'elle se dit bon regarde là, c'est vert, tu vas pouvoir courir ici, c'est cool. Donc je pense qu'elle y trouve son compte elle aussi. Parmi les compétitions, les dossards que tu souhaiterais accrocher, tu as évoqué tout à l'heure New York. Est-ce que c'est la Hmm. course qui te fait rêver? Et est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais justement parcourir? Alors dans un premier temps, il y a évidemment le marathon de Paris parce que pour moi tout a commencé à Paris et je me vois pas faire un marathon, mon premier marathon, je le vois pas faire ailleurs. Très clairement, je vais repasser par des endroits où j'ai grandi, où j'ai joué quand j'étais petit et compagnie. C'est plein de souvenirs. Mais après, voilà, c'est vrai qu'il y a des trucs. Le marathon de New York, je vois pas comment on peut ne pas être attiré par le marathon de New York. C'était incroyable. On entend parler dans tous les sens. La dernière fois, je l'ai même, même la première fois que je regardais un marathon à la télé. J'ai galéré pour trouver, j'ai dû prendre un abonnement spécialement pour pouvoir regarder le marathon de New York et le marathon de Londres aussi. Donc voilà, il y a des marathons comme ça qui font rêver. Et puis il y en a un autre qui est un petit peu moins connu, mais qui donne vraiment envie, alors que pourtant je suis vraiment pas du genre à aller dans des endroits. J'aime bien les grosses courses. C'est le Petit Train du Nord au Canada. Euh, ça me tente vraiment pas mal parce qu'il se trouve que je vais souvent au Canada. Ma mère habite là-bas et il se trouve que j'ai déjà couru finalement sur le trajet du Petit Train du Nord sans même savoir qu'il y avait un marathon qui passait par là. Qui plus est, un marathon qui peut donner, qui peut ouvrir les portes à Boston. Donc bon, très clairement, je vais pas le faire tout de suite. Ça a pas de sens. Pour prétendre à Boston, il faut quand même faire du fractionné, je pense. Mais, euh, mais bon, ouais, il y a des marathons comme ça où quand on y pense, on a des papillons dans le ventre, quoi. Moi, quand je vois New York, je me dis, mais, tu les vois pas passer les 42 kilomètres, c'est impossible. Tu les fais, t'y vas pas pour battre ton record. Si tu vas à New York, franchement, enfin, moi, en tout cas, mon point de vue, si demain, je vais faire le marathon de New York, si déjà j'ai la chance d'être tiré au sort des compagnies pour aller faire New York, tu dis, mais tu vas pour kiffer. C'est fou. Au niveau de ces prochaines courses, est-ce que tu as déjà réservé ton dossard pour le prochain marathon de Paris ou pas encore? Alors, honnêtement, le marathon de Paris, je pense que je vais avoir le dossard 001. C'est-à-dire que je me suis inscrit sur j'ai attendu que le marathon de Paris passe. J'étais dans les starting blocks. J'ai vu la story marathon de Paris ou préenregistrez-vous, je sais pas quoi. Je me suis inscrit dans tous les trucs qu'il fallait faire. Et dès que j'ai reçu le mail, la carte bleue qui est déjà enregistrée dans le téléphone, je me suis inscrit directement. J'ai pas perdu une seule seconde. Je me suis dit, c'est mort. Tu t'inscris tout de suite. Donc, je suis inscrit pour le marathon de Paris. Ça, c'est fait. Et puis bon, j'ai un petit peu cette envie aussi. Je fais tout pour, en tout cas, pour le fameux marathon des Jeux Olympiques aussi. Je crois que je fais tout ce qu'il faut, tous les trucs, tous les challenges, tout, je fais tout. Il y a parfois même, tu pars pour une sortie 10 kilomètres, tu regardes le truc, tu fais, ah non, il y a un challenge 15 kilomètres aujourd'hui, puis tu rajoutes 5 kilomètres à ton truc. Et puis au final, tu te rends compte que bon, ton emploi du temps te permettra pas de faire une autre course demain. Et demain, c'est le dernier jour pour un challenge. Donc au final, ce qui m'est arrivé la dernière fois, c'est de ressortir pour faire un 5 kilomètres en moins de 25 minutes, machin, pour histoire de valider des trucs, quoi. Donc non, ouais, celui-là, le marathon de Paris, des Jeux Olympiques, de nuit en plus, ah, incroyable, c'est fou. Et d'y prendre part à cette manifestation olympique, c'est aussi un challenge supplémentaire. Tu te dis finalement, il y a moyen de
participer à un événement qu'on ne revivra sans doute pas en France, de notre vivant du moins. Moi, est-ce que je serais aussi le premier runner avec un défibrillateur à faire des Jeux Olympiques? Peut-être. Non, non, c'est clair que c'est un événement qu'on ne souhaiterait pas louper. Ça va être très compliqué d'avoir un dossard. C'est ultra compliqué. Il y a tellement de monde, mais en même temps, c'est la beauté du truc. Et puis, je serais très, très, très heureux. Je connais quelques personnes qui ont eu des dossards. Je suis trop heureux pour cette personne-là. Mais j'ai envie d'être avec eux. Jonathan, à plus court terme, les échéances, donc semi-marathon, 20 km de Bruxelles, c'est ça ce qui s'affiche sur tes séances d'entraînement pour ce point de mire dans quelques semaines. C'est ça. Là, dans quelques semaines, le 20 km de Bruxelles, ça va être la première fois que je vais à Bruxelles en plus, donc c'est génial. Ça permet de limiter en plus la beauté du sport. Et après, j'ai deux autres courses. Là, j'ai le 10 km de Paris, le 10 km du PSG, et après, je me suis aussi inscrit aux 20 km de Paris à la rentrée. Donc un beau programme pour les semaines à venir et pour l'été, avec un déménagement entre-temps. Avec un déménagement entre-temps, ouais, c'est ça. Ça va être marathon aussi parce que il y a énormément de choses à faire. Mais non, non, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Il y en a certains, voilà, les 10 km de Paris, par exemple, je sais que je vais le faire pour la perf. Là, ça va être vraiment, le but, c'est de faire un RP là-dessus. Il y a pas d'autre truc. Les 10 km du PSG, là, c'est autre chose. Je vais peut-être le faire avec mon père qui fait du tennis, donc qui est aussi sportif, mais qui court pas, qui clairement, lui, par exemple, n'aura pas non plus le matos. Je sais qu'il va courir avec ses chaussures de tennis, probablement, un truc comme ça. Donc voilà, là, ça va être plus pour le côté Parc des Princes, PSG, voilà, c'est un footeux, donc voilà, donc là, ça va être du kiff. Mais ouais, ouais, c'est à peu près ça. Il faut parfois savoir se faire plaisir et pas toujours être dans la performance. Moi, c'est un peu le point de vue que j'ai. Tu parlais de RP, ça me fait penser à tous ces codes, toutes ces expressions propres aux runners. Est-ce qu'il t'a fallu un dictionnaire pour les décoder? Quand on parle de drop, de stack, de negative split, de RP, comme tu disais tout à l'heure, et j'en passe avec le fractionné, la VMA, la FCM, la FC Et, Max. Est-ce que tu as eu besoin d'un tutoriel et d'un dictionnaire pour décoder ce langage propre à la course à pied? mais très clairement, mais même aujourd'hui, il y a des trucs que je comprends pas. Moi, par exemple, le fractionné, j'ai beau regarder sur ma montre comment ça peut fonctionner, tout ça, je me dis, mais comment tu sais t'as fait tant de temps, que t'as fait tant de machin, que t'as la bonne fréquence cardiaque? Je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas courir 30 secondes ou une minute en regardant constamment ta montre. Parce que moi, de ce que je comprends, c'est ce qu'il faut faire. Alors que j'imagine bien que non. Mais voilà, c'est vrai que il faut un dictionnaire. C'est un truc de fou. Ça vient très vite. Ça vient très vite en réalité parce qu'on se rend compte que toutes les deux stories, sur Instagram, il y a des mots comme ça. Ça vient très vite. Mais effectivement, au début, bah, en plus, il y a des gens qui disent RP, PR, PB, machin. Enfin, il y a de l'anglais, il y a du français, il y a du machin. Donc, c'est un joli bazar. Mais en même temps, c'est dans tous les sports comme ça, en réalité, hein. Moi, je vois dans le hockey sur glace, le football américain, le baseball. Quand j'en parlais avec des potes, ils me disaient, écoute, je comprends rien et ça m'emmerde de venir voir ton match parce que je vais rien comprendre. Le hors-jeu, tout ça, j'y comprends rien. C'est le sport. Tu t'es lancé également en très peu de temps, hein. On a dit bébé runner, 7 mois donc de pratique. Tu as lancé une ligne de vêtements, une gamme de textiles un peu sportswear, Attaque Talon Running Club. Ça vient d'où? De ta foulée? Très clairement. Alors justement, l'attaque talon, je l'ai appelé comme ça parce que ça m'embête un peu en fait les gens qui disent ouais ceux qui font des attaques talons c'est pas des vrais coureurs tout ça. Bah moi je les invite à regarder certaines foulées de certains Kenyans, de voilà certains élites qui font de l'attaque talon. Donc je pense pas qu'il y ait une science exacte là-dessus. Je pense que c'est chacun son pied, chacun sa foulée. Et voilà pourquoi j'ai lancé ça parce qu'en fait c'est surtout pour moi en fait dans un premier temps parce que voilà, je suis un passionné du running et c'est drôle parce que parfois dans la rue, on voit des gens qui ont une Garmin à la main, donc on peut considérer que ce sont potentiellement des runners. Et, euh, et moi, j'aimais bien ce côté un peu se différencier par le vêtement de tous les jours.
Et c'est pour ça que je l'ai appelé Attaque Talon, histoire que ça fasse pas trop sérieux, pas vraiment running club, c'est pas le vrai truc genre athlétisme. Et voilà, en gros, je voulais pouvoir partager le fait que je sois un runner dans la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est pas tant du sportswear, c'est plus du runwear. Et voilà, donc j'essaye de faire ça. Là, je suis en train de terminer des prototypes. J'essaye de faire ça le plus bio possible. Voilà, pour l'instant, c'est pour moi. Il y a rien qui est commercialisé. Je suis très très content parce que ça plaît, parce que ça commence à me plaire. J'ai fait les premiers prototypes, c'était pas du tout ça. Ça commence à me plaire, ça commence à plaire autour de moi. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé cette phrase qui, pour moi, résume mon point de vue finalement du running, c'est positive mind, negative split. C'est-à-dire être bien dans sa tête fait qu'on fait du negative split. On court sur 5 kilomètres, on va faire le premier kilomètre plus lent que le dernier. Voilà, en gros, pour moi, c'est mon mantra et c'est ça que je veux transmettre par cette ligne de vêtements. Donc tu es vraiment piqué. En l'espace de 7 mois, aujourd'hui, c'est le running qui est vraiment au cœur de ton activité professionnelle prochaine et dans ce que tu vis autour. C'est devenu, je dirais pas une raison de vivre, parce que des raisons de vivre, j'en ai plein d'autres avant le running. C'est devenu un style de vie. C'est devenu un style de vie parce que ça développe tellement de choses. Ça développe tellement de choses. C'est tellement, pour moi, mais c'est tellement complet comme sport. Autant en tant que sportif, même en tant que fan, que ouais, c'est devenu quelque chose. Je peux en parler à longueur de journée, à longueur de journée. C'est pour ça que j'ai un compte Instagram. C'est parce que ma copine n'en peut plus. Elle n'y comprend que dalle. Et je la comprends parce que j'étais comme elle, sauf que je m'y intéressais. Je commençais à m'y intéresser. Et voilà, autour de moi, personne ne court. Donc ouais, c'est devenu. Je pense que c'est un peu comme une secte en réalité. Je suis un peu rentré comme dans une secte, c'est-à-dire que il y a des gens qui courent parce que voilà, ça leur fait du bien, et il y a des gens qui courent par passion. Et moi, c'est clairement de la passion. C'est devenu clairement de la passion. Donc ouais, je- piqué, bien piqué, ouais. Pour terminer notre échange aujourd'hui, est-ce que tu arrives à trouver des moments où tu es à côté de tes pompes? C'est-à-dire même si tu es passionné, même si c'est une de tes raisons de vivre, est-ce que tu arrives à t'accorder des temps où il n'y a pas la course à pied? Si oui, lequel? Bien sûr, tout simplement quand je suis avec ma copine et ma fille. Quand je suis avec ma compagne, ma fille, il y a tellement d'autres choses à faire, il y a tellement d'autres choses à penser que je suis complètement à côté de mes pompes. Alors c'est vrai que parfois c'est drôle parce que quand on se balade à la citadelle, que je suis avec ma fille, j'essaie de lui apprendre à applaudir quand on passe à côté d'un runner, et puis quand elle parlera, je lui dirai ouais vas-y dis allez on y va machin parce que je suis déjà passé à côté d'enfants qui ont fait ça. Donc je me suis dit, voilà, bon, parfois ça revient, mais non, clairement, quand je suis en famille, quoique en famille, on m'en parle beaucoup. En réalité, c'est pas moi qui en parle, c'est beaucoup la famille qui va m'en parler aussi. Donc non, je suis à côté de mes pompes quand je suis avec ma compagne et surtout ma compagne et ma fille, où il y a c'est bien plus important de s'occuper de sa famille, de jouer en famille, de faire des balades en famille plutôt que d'aller courir. Je suis passionné, mais ça passera jamais avant la famille. Merci Jonathan pour ton témoignage à la fois de baby runner comme on l'a évoqué, de passionné, mais également de personnes qui, avec un défibrillateur, avec un souci cardiaque, arrivent à pratiquer donc ce sport qui est la course à pied. Donc c'est un beau témoignage d'espoir pour les personnes qui seraient donc peut-être frappées par cette même pathologie. Et merci de t'être livré sur tout ce que tu as entrepris sur ces 7 derniers mois. Bah, merci à toi, merci beaucoup voilà d'avoir donné une place en fait à ce genre de discours. C'est hyper compliqué. Toutes les associations galèrent, les associations du rythme cardiaque, voilà, ils sont en galère constamment. Et je pense que voilà, si parfois des concernés peuvent prendre la parole, euh, notamment dans le milieu du sport, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc vraiment merci à toi surtout.
Eh bien, merci. Et pour les auditeurs, je vous invite à continuer à pratiquer la course à pied et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.